Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Décodons l'écho. Alors que les acteurs du monde économique retiennent leur souffle avec la crise de la Covid-19, un secteur semble épargné, celui du numérique. Mieux que cela, il semble même avoir bénéficié de la recherche de productivité des entreprises. Mais un point noir pourrait freiner son développement, la difficulté à recruter des personnes formées à ces nouveaux métiers. On en parle ce soir dans Décodons l'écho. Pour cela, je suis accompagnée de Gilles Taladoire. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en informatique et vice-président de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, délégué au numérique. L'UNC est partenaire de Décodons l'écho depuis le début de l'année. Alors Gilles, le numérique est un secteur assez discret et pourtant c'est un secteur économique à part entière. Oui, selon les chiffres de l'Observatoire du numérique, la filière numérique représente 2,6% du PIB. Le PIB, c'est l'ensemble des richesses de la Nouvelle-Calédonie produites chaque année. À titre de comparaison, l'agriculture, c'est 2%. Et donc c'est un secteur qui continue de grandir. Pour illustrer cela, on vous racontera l'histoire de Visualcom, créé il y a 10 ans. Ses écrans informatifs et son logiciel pour gérer les files d'attente lui permettent de tabler sur une croissance à 2 chiffres pour cette année. Nous irons aussi chez Connectic Systems, une entreprise qui développe des automates que vous avez peut-être croisés. Elle les a déjà exportés en Polynésie et ne compte pas s'arrêter là. Le numérique, un secteur qui ne connaît pas la crise, on en discute tout de suite. Alors je le disais à l'instant, la filière numérique se développe et se structure dans le pays depuis 10 ans déjà. C'est le cas par exemple de l'entreprise de Philippe Réau. Voici son histoire, elle est racontée par Michel Pimbé. Il y a 10 ans, Philippe Réau quitte son emploi de directeur commercial et décide de fonder sa propre entreprise. Son idée, vendre des écrans et des logiciels permettant de créer, planifier et diffuser du contenu vidéo au sein des entreprises. L'activité est inexistante au pays. Avec une caution personnelle, mais je n'ai pas de fortune personnelle. Donc c'est la confiance de la banque qui m'a aidé à démarrer. Et ensuite, le chiffre d'affaires qu'on a à chaque fois réinvesti dans la société pour grandir. En 2013, l'entreprise décide de se développer en étendant l'affichage dynamique dans 10 restaurants. Le même business model est déployé dans les salles de sport et les cliniques vétérinaires. La même année, Enercal le sollicite pour améliorer la gestion de ses files d'attente. Philippe Réau se lance donc sur ce nouveau marché. Il concrétise un partenariat avec Qmatic, un acteur reconnu mondialement dans ce secteur d'activité. Aujourd'hui, l'entreprise installe cette technologie dans les institutions publiques, mais aussi dans le secteur privé, comme dans cet hypermarché. Donc le client arrive avec son téléphone dans l'hypermarché, il scanne le QR code pour attendre pour le rayon charcuterie par exemple. Et là, il a son ticket qui s'affiche sur son téléphone. Donc son téléphone sonne et vibre pour lui dire « c'est ton tour ». Et là, il peut présenter son téléphone avec son ticket pour voir que c'est le bon numéro et il se fait servir. Les clients n'ont donc plus de contact avec le distributeur de tickets. Un argument de poids en période de Covid-19 qui a séduit des commerces à l'île de Guam. En 2018, Visualcom atteint un chiffre d'affaires record d'environ 70 millions de francs, notamment grâce à l'appel d'offres remporté pour fournir 92 écrans au Medipol. L'entreprise emploie désormais 3 salariés et compte une centaine de clients. L'année dernière, elle a enregistré un chiffre d'affaires de 40 millions de francs, un chiffre d'affaires qui devrait grimper de 35% pour cette année 2020, estime le patron, malgré les conséquences économiques de la Covid-19. Alors cette entreprise est un exemple parmi d'autres. Toutes n'ont pas connu un tel essor, bien sûr, mais de manière générale, le secteur du numérique grandit. Oui, depuis 2011, le nombre d'entreprises numériques augmente de 6,3% tous les ans. En 2016, nous étions à 210 entreprises selon la dernière étude connue. Et vous l'aviez dit tout à l'heure, la filière pèse dans l'économie 2,6% du PIB, un peu plus que le secteur agricole qui lui représente 2% du PIB. Est-ce que ce poids-là se reflète aussi sur les emplois ? En termes d'emploi, la filière représente environ 1850 emplois. À titre de comparaison, l'agriculture compte environ 1700 emplois. Alors ça nous donne une idée du poids de la filière, mais si on est honnête, on ne sait pas toujours en quoi consiste l'activité des entreprises numériques. On a eu un aperçu avec le reportage tout à l'heure, mais de qui, de quoi est fait le secteur du numérique en Calédonie ?
En fait, on peut distinguer plusieurs secteurs au sein de la filière. Si on regarde le nombre d'entreprises de chacun de ces secteurs, c'est celui des services qui compte le plus d'entreprises avec 123 sociétés. Les services numériques, c'est par exemple le développement de logiciels ou alors le web marketing. Ensuite, on trouve le commerce des détails de tout ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication sur la deuxième marche, avec par exemple tous les vendeurs d'ordinateurs et de téléphones. Puis sur la troisième marche, on retrouve à égalité les réparations et les télécoms. Et est-ce que le podium est similaire si on regarde du côté des emplois, du nombre d'emplois? Si on regarde du côté des emplois, cette fois, c'est le secteur des télécoms qui tire la filière. Pourquoi? Parce que la filière télécom de l'OPT compte déjà 300 emplois sur les 1621 que compte ce secteur en Calédonie. Sur la deuxième marche, on trouve les services avec 709 emplois. Puis en troisième, le commerce de gros avec 292 emplois. Le commerce de gros, c'est tout ce qui est les importateurs spécialisés de matériel informatique et téléphonique. Alors, le titre de notre émission est « Le numérique ne connaît pas la crise ». On va donc aller regarder du côté du chiffre d'affaires des entreprises. Là, quels sont les secteurs du numérique qui tirent la filière? Alors, si on parle du chiffre d'affaires, c'est de nouveau le secteur des télécoms qui se retrouve sur la première marche du podium, car là aussi, il est tiré par l'OPT. Sur les 32 milliards de chiffre d'affaires que réalise le secteur, il y en a 20 milliards qui sont réalisés par l'OPT. Sur la deuxième marche, on retrouve les services, puis le commerce de gros sur la troisième. Alors ces chiffres datent d'avant la Covid-19, mais ce que les acteurs du numérique semblent dire, en tout cas pour l'instant, c'est que pour eux, la crise sanitaire a accéléré les choses. Les entreprises ont eu l'obligation de se numériser, par exemple pour le télétravail, pour faire de la vente en ligne, et tout ça sans mettre en péril le système d'information de l'entreprise, et donc en faisant attention à la cybersécurité. Parfois, les choses ont été vite mises en place, il faut les pérenniser, revoir les choses à tête reposée. Oui, alors c'est d'ailleurs le thème du salon Diginova, c'est ça qui aura lieu. Oui, l'objectif de Diginova cette année, c'est développer son activité et améliorer la productivité des entreprises grâce au numérique. La recherche de productivité dans tous les secteurs du numérique a porté le numérique avec, par exemple, une recherche de réduction des coûts. Et puis, les différents secteurs ont eu besoin du numérique en leur permettant, par exemple, de maintenir ou de développer leur activité. La crise dans les autres secteurs a donc eu un effet inverse sur le secteur numérique. Doper le secteur numérique. Alors, ce développement est possible grâce notamment aux équipements présents dans le pays. Sommes-nous mieux équipés que nos voisins, plus chers ou pas? On fait le point grâce à la chronique qui va suivre. Et puisqu'on parle numérique et qu'on parlera formation tout à l'heure, nous avons proposé à Terence Patel de présenter et illustrer cette chronique. Il était tout désigné car il est étudiant en 3e année de licence professionnelle communication et arts numériques à l'IUT, une licence faite en alternance à l'Observatoire numérique. Notre Internet est-il plus rapide que celui de nos voisins? La réponse en images. Il y a 2 critères à prendre en compte pour mesurer le développement de l'Internet, la taille du territoire et le nombre d'habitants. En Nouvelle-Calédonie, on met en moyenne 45 minutes et 4 secondes pour télécharger un film de 5 gigabits, ce qui nous classe en 91e position sur 221 dans le classement mondial, la moyenne mondiale étant de 2 heures et 12 minutes. C'est moins rapide que la France, classée 38e avec 13 minutes et 18 secondes, et moins rapide que nos voisins néo-zélandais qui sont 23e avec 10 minutes et 14 secondes. Mais c'est plus rapide que nos voisins polynésiens qui sont à la 168e place, avec 2 heures, 39 minutes et 31 secondes pour le même téléchargement. Mais la vitesse ne fait pas tout, le prix ça compte aussi. Regardons le coût moyen d'un abonnement mensuel. Chez nous, il est de 3 973 francs par mois. Cela nous classe à la 79e place sur 206 dans le classement mondial, la moyenne mondiale étant de 5 976 francs. C'est plus cher que la France qui se classe 49e avec un coût moyen de 2 818 francs. Mais c'est moins cher que la Polynésie qui se classe à la 165e place avec un coût de 8 122 francs. C'est aussi moins cher que nos voisins néo-zélandais qui sont classés 125e avec un coût moyen de 5 473 francs. Alors Gilles, on voit qu'on est plutôt bien équipé par rapport à nos voisins. En effet, il y a des efforts pour améliorer l'accessibilité. On peut citer l'Internet mobile à la demande, qui est quelque chose qui existe dans peu de pays, mais qui permet à tout le monde d'y accéder. Beaucoup de municipalités proposent du Wi-Fi gratuit sur le domaine public. Et puis, il y a les espaces publics numériques à travers les cases numériques, les cyberbases des maisons de quartier qui proposent l'accès à tous.
Alors notre accès au réseau, notre niveau d'équipement permettent à certaines entreprises de se lancer sur le marché international. C'est le cas de Connectic Systems. La société développe des logiciels pour les automates qu'elle commercialise. Elle exporte déjà à Tahiti, au Vanuatu et aux îles Fidji. Et elle n'entend pas s'arrêter là. Un reportage de Michel Pimbé. Cette machine-là a déjà été vendue à plus de 100 exemplaires chez nous. Elle a également été vendue en Polynésie française il y a 4 ans. Achetée par Électricité de Tahiti, l'équivalent d'Enercal. Prochainement, c'est aux îles Fidji, au Vanuatu et aux Salomon qu'elle pourrait être exportée. Les premières visioconférences sont très prometteuses. Ensuite, pourquoi on a démarré l'export? En fait, quand l'export est venu à nous un petit peu naturellement, grâce notamment à certains de nos clients, comme les banques, puisque les banques ont généralement des bureaux à Nouméa et en Polynésie. Et surtout une banque nous a beaucoup aidé, qui est la BRED, puisque la BRED, eux, ils ont des bureaux également à Fidji, au Vanuatu et aux îles Salomon, ce qui nous a permis tout de suite d'avoir un rayonnement beaucoup plus large. Donc aujourd'hui, on a à peu près 40% à 45% de notre chiffre d'affaires à l'export, tout en fabriquant et en validant les solutions localement. Derrière cette machine, Connectic Systems, une entreprise calédonienne spécialisée dans les automates autonomes. Les logiciels sont développés et imaginés par cette PME du Caillou. La machine et les systèmes électroniques sont fournis par une entreprise française. Il y a 2 manières de pouvoir s'identifier, puisque forcément quand on paye un produit, on s'identifie. Donc on s'identifie soit avec un code barre ou bientôt avec le téléphone ou avec une référence client. Donc on fait suivant, encore une fois, on a le choix en plus de pouvoir payer soit en cash, soit en carte CB et bientôt en chèque. Philippe Piron, à la tête de Connectic Systems depuis 25 ans, n'entend pas s'arrêter là. Pour conquérir le marché étranger, le patron a également misé sur ses employés. Les employés ont été très intéressés par ce projet-là. On a mis en place des cours d'anglais, par exemple, de façon hebdomadaire. On a un coach anglais qui va nous accompagner pour pouvoir justement essayer de bien comprendre et saisir les différences de culture. On ne peut pas aller avec nos habitudes vendre le produit à l'export, il faut quand même s'adapter au pays. Voici le dernier automate de l'entreprise, qui doit permettre aux clients de payer leurs factures en 3 modes de paiement différents. Le logiciel a été entièrement personnalisé par la société pour la clientèle d'Enercal. La machine est encore en phase de test et pourtant, elle a déjà été vendue en Polynésie française à EDT, Électricité de Tahiti. On vient avec notre facture, on la scanne, on choisit paiement par carte ou espèce, donc ici ce sera paiement en espèces. Donc là, je vais choisir d'insérer partiellement donc 5 000 francs. Donc sur un montant de facture de 6 429, je valide. Et donc je peux vérifier donc ici mon reçu que tout est correct. Aujourd'hui, la société calédonienne a des relations commerciales avec 10 clients étrangers, tels que les banques ou les sociétés d'électricité dans 4 pays de la zone Pacifique. Alors on vient de voir l'exemple de cette entreprise, mais j'imagine qu'elles ne sont pas non plus des centaines à tenter l'export. C'est assez facile d'exporter une compétence ou un produit numérique, même si des freins à l'export existent aussi. 30% des entreprises numériques ont une clientèle hors Nouvelle-Calédonie. Le numérique, c'est immatériel, donc il y a moins de soucis que pour exporter que d'autres produits. C'est facile d'exporter des logiciels. Et est-ce que l'export représente une part importante de leur chiffre d'affaires pour ces entreprises? Les entreprises de la filière ayant une clientèle mixte réalisent 86% de leur chiffre d'affaires sur le territoire. Un des avantages numériques, c'est qu'on peut aussi travailler à distance et donc s'affranchir de notre insularité. Alors on vient de voir que le secteur du numérique se développe rapidement depuis 10 ans et que la Calédonie est plutôt bien placée pour exporter son savoir-faire et ses produits. Mais il y a une ombre au tableau, elle se situe du côté du recrutement. On verra cela dans un instant. D'abord, je vous propose de faire une pause pour passer en revue l'actualité économique de ces dernières semaines. C'est la revue de presse. Bonsoir Laïsa, tu es enseignante-chercheur en sciences économiques à l'UNC sur le campus de Baco et tu as choisi pour nous 3 actualités économiques qui ont marqué ces dernières semaines, à commencer par le marché de l'immobilier. En 2019, les ventes ont baissé de 18%, relatent nos confrères de NC Première. Alors les ventes sont en baisse, les prix aussi ?
Tout doucement, oui, tout doucement, les prix diminuent. Mais comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans l'émission, il faut qu'on se méfie des moyennes parce qu'elles cachent les disparités. Et pour ceux qui sont intéressés par les détails des évolutions sur le secteur immobilier, on peut consulter une étude très bien faite sur le site de l'ISEE, donc une étude qui a été réalisée sur l'année 2019. Parmi les choses qu'on trouve dans cette étude, le fait que, par exemple, les ventes immobilières ont effectivement baissé côté des professionnels. Par contre, elles ont progressé pour les ventes réalisées par les particuliers. Et on observe aussi que dans la province nord, dans la zone VKPP, les ventes ont également progressé. VKPP, Vaud, Connaît, Pointe-Boute, Pauillac. Voilà. Et ce que nous dit l'ISEE également, je cite, c'est qu'on sort finalement d'une décennie d'urbanisation galopante. Donc finalement, on est peut-être tout simplement en train de revenir à une situation un peu plus normale. Et en lien d'ailleurs avec la fin des dispositifs de défiscalisation en faveur du logement intermédiaire. Deuxième information que tu as choisie pour nous, c'est le lancement de Nickel.nc. Plus de 120 acteurs du milieu se rassemblent pour mettre en commun leurs connaissances sur leur verre. Laïsa, qu'est-ce qu'on peut attendre de Nickel.nc? Alors a priori, on aura les résultats de toutes ces consultations mi-décembre. L'objectif, c'est en quelque sorte d'organiser une sorte de palabre à l'océanienne qui, à terme, pourrait permettre d'éclairer les choix stratégiques et législatifs pour le pays. Donc idéalement, ce qu'on aimerait en retirer, ce serait une stratégie pays que de nombreux acteurs appellent de leur vœu. Oui, depuis longtemps. Donc il y a au moins 3 points sur lesquels il s'agirait de s'entendre. Tout d'abord, le fait de travailler ensemble plutôt que d'avoir des opérateurs qui se font concurrence entre eux. Avoir une stratégie commune, davantage d'entente. Le deuxième point, c'est la question de la stratégie d'exportation de minerais bruts versus valorisation dans des usines calédoniennes. Ou un mix des deux, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est une question sur laquelle il s'agit de se prononcer. Et le troisième point, c'est la participation au capital, en tout cas une participation significative de la Calédonie au capital des entreprises du nickel calédonien. Alors en même temps, le secteur n'est pas en super forme. Donc comment est-ce que le pays peut tirer son épingle du jeu? C'est vrai que face à la concurrence internationale, la Calédonie est chère. Les salaires sont élevés, le niveau de protection sociale est élevé, ce qui en soit quand même une bonne chose. Une piste pour que la Calédonie sorte son épingle du jeu, ce serait tout simplement les normes environnementales, le fait de pouvoir garantir que le nickel calédonien ou les produits qui en sont issus sont produits en respectant l'environnement et en respectant des normes sociales de haut standard. Ce serait une façon de tirer son épingle du jeu. Alors on part en France pour la troisième information avec cet article des Échos. On y apprend que la crise économique liée à la Covid-19 creuse les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Oui, en fait c'est le Conseil d'analyse économique qui, à partir de données bancaires anonymisées, a sorti des chiffres très intéressants et éclairants sur la question des inégalités. Alors, ce que disent ces chiffres, c'est qu'entre le mois de mars et le mois d'août 2020, 50 milliards d'euros ont été épargnés. Et sur ces 50 milliards, en fait, 70% ont été épargnés par les 20% les plus riches. Et dans le même temps, les 20% les plus pauvres, eux, ont eu à s'endetter pour pouvoir simplement continuer à consommer des produits de première nécessité. Donc pour le Conseil d'analyse économique, il va falloir très rapidement soutenir les ménages les plus modestes, sans quoi les conséquences économiques de la crise vont être encore plus graves. Alors par quelle méthode, par quels moyens on peut aider les ménages les plus modestes ? A priori par la fiscalité. Le gouvernement français avait annoncé qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Mais le gouvernement comptait certainement sur une reprise rapide et plutôt vive de la croissance en France. Or, c'était sans compter sur le retour de la pandémie. Donc, l'idée pourrait être tout simplement de taxer les revenus des plus aisés afin de venir en appui aux ménages les plus modestes. D'ailleurs, ça fait écho à une recommandation, enfin en tout cas un commentaire d'Esther Duflo, prix Nobel d'économie en 2019, qui dit que l'impôt sur la fortune n'aurait jamais dû être aboli en France. Bon, on va suivre ça. Merci Laïsa pour cet éclairage sur l'actualité économique. Alors, on a vu depuis le début de cette émission que le secteur du numérique s'est beaucoup développé ces dernières années. La Covid a même renforcé cet élan puisque les entreprises, tous secteurs confondus, ont pris conscience de la nécessité de se numériser. Mais tout n'est pas rose. Pour autant, les entreprises peinent à recruter des personnes formées au métier du numérique. Gilles, vous êtes de retour.
Oui, 50% des entreprises qui ont cherché à recruter évoquent des difficultés à trouver les compétences souhaitées. Et pourtant, les besoins du recrutement sont importants. L'année dernière, les entreprises numériques prévoyaient plus de 60 recrutements pour les années à venir, un nombre qui a doublé par rapport aux années précédentes. Et ces besoins de recrutement ne concernent pas uniquement les entreprises numériques en tant que telles. Non, toutes les entreprises, en particulier le secteur des services, ont aussi des besoins importants pour les métiers du numérique. L'administration, les activités financières et d'assurance, l'enseignement, la santé, l'action sociale, etc. Là aussi, plus de 60 postes seraient à pourvoir dans les prochaines années dans le secteur des services. Les besoins en emploi ont aussi doublé depuis 2017 pour atteindre leur plus haut niveau en 2019. Alors au début de l'émission, on a vu que le secteur du numérique compte plusieurs activités différentes. Quels sont les métiers qui sont les plus recherchés aujourd'hui ? Les plus gros besoins concernent le métier de concepteur, développeur, c'est-à-dire de créer des logiciels et des applications, que ce soit pour les entreprises numériques en tant que telles ou pour les besoins numériques des autres secteurs. Il y a aussi des besoins dans les métiers des systèmes d'information, des télécommunications, c'est-à-dire gérer les serveurs, les bases de données, les réseaux des entreprises. Et pourquoi ces métiers-là se retrouvent sous tension aujourd'hui ? Les métiers du numérique nécessitent pour la plupart un niveau de formation d'enseignement supérieur. La moitié des besoins concernent des profils de niveau Bac+5. Le vivier de candidats sur le territoire reste insuffisant. Et est-ce que ces difficultés de recrutement pourraient freiner l'élan du secteur numérique ? Alors oui, ça pourrait le freiner, mais les organismes de formation essaient de pallier le manque. Depuis 5 ans, de nombreuses formations ont été ouvertes. Le IUT métier du multimédia et de l'Internet à l'IUT, le BTS système numérique au lycée du Mont d'Or, une formation en développeur web à la CCI et l'ouverture en 2020 de 2 licences professionnelles en alternance. Application web et communication et art numérique dont est issu Terence qu'on a vu tout à l'heure. Et du côté des Bac+5, puisque c'est ça le manque, si je peux dire ? L'université va ouvrir un master en septembre 2021 sur les méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises au sein de notre IAE, l'Institut d'administration des entreprises. Les métiers du numérique ont émergé récemment et n'ont pas encore suffisamment attiré les jeunes pour répondre aux besoins croissants dans le domaine. Les filles notamment sont attendues car elles sont en minorité pour l'instant. Avis à toutes et à tous donc. Merci Gilles Taladoire pour ces explications. C'est la fin de cette émission. Je vous rappelle que le salon DigiNova aura lieu du 28 au 30 octobre à l'université à Nouméa, mais aussi sur le campus de Bako à Koné et à Lifou. Vous pourrez trouver le programme sur diginova.nc. Vous pourrez prochainement revoir cette émission sur notre site internet caledonia.nc. Bonne soirée.